En 2020, Morning Brew a été acquis pour 75 millions, une ascension fulgurante pour l'entreprise qui, seulement 5 ans plus tôt, avait été lancée depuis une chambre d'étudiants à l'Université du Michigan. 2 ans plus tard, ils sont en voie d'atteindre 75 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et dans cette conversation avec le PDG Austin Rafe, nous parlons des indicateurs qui comptent pour une entreprise comme The Morning Brew, ce qu'il a appris sur le recrutement, la croissance d'une entreprise et comment ils ont mis en place le modèle EOS pour obtenir des résultats exceptionnels. Restez avec nous. Tu as récemment publié un tweet très intéressant. Nulle part ailleurs que dans les médias numériques, il n'est aussi facile d'aboutir à une session à 8 chiffres. Mais il n'y a aussi aucune industrie où il est plus difficile d'atteindre une valorisation à 10 chiffres que les médias numériques. Peux-tu expliquer ce que cela signifie plus en détail et peut-être ce que tu as vécu qui a rendu cette difficulté ou cette prise de conscience si évidente? Ouais, donc à chaque fois que quelqu'un commence une question par « tu as tweeté récemment », mon cœur se serre. Je me dis « oh non, qu'est-ce que tu vas sortir ?» Mais non, celle-ci est bonne. J'en suis très convaincu. Donc d'abord, définissons les médias numériques. Je ne parle pas vraiment de Netflix ou de ce genre de choses, d'accord ? Je parle de l'édition numérique, tu vois ? Les BuzzFeed, Morning Brew, toutes ces entreprises qui ont grandi au cours des 10 ou 15 dernières années. Et je pense que le défi pour la plupart de ces entreprises, c'est là toute la difficulté, tu vois. Pourquoi est-il facile d'atteindre 8 chiffres de chiffre d'affaires ou de bénéfices ? Créer du contenu ne coûte vraiment pas cher, non ? Tu sais, créer un tweet ne coûte rien. Créer du contenu vidéo, on crée du contenu vidéo et audio maintenant. Ça nous coûte simplement ce que Riverside nous facture. Donc tu sais, c'est vraiment, vraiment peu coûteux. Donc créer du contenu, ce n'est pas cher. Distribuer du contenu, c'est très peu coûteux, n'est-ce pas ? Tu as ces plateformes. Et si tu arrives à trouver ta place sur une plateforme avant qu'il ne change l'algorithme, tu peux te constituer une super audience sur Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube. C'est très abordable et permet de tester, d'itérer, de faire entendre sa voix et de créer une marque. Nous l'avons fait avec des newsletters, d'autres sur YouTube ou en podcast. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas si difficile de se constituer une audience puis de vendre cette audience ou de vendre à cette audience. La raison pour laquelle c'est si difficile de créer, disons, une entreprise à 1 milliard de dollars, c'est parce que la durée de vie du contenu est d'environ 3 secondes, tu vois. Je crée un tweet, valable très peu de temps. On crée une newsletter, mais pour quelle durée est-elle utile ? Un jour peut-être. Donc en tant qu'éditeur numérique, tu amortis ce contenu sur quelques minutes ou heures, alors que Netflix, qui est aussi une entreprise de médias, tu vois. Il crée Squid Game et les gens regardent ça pendant des années, voire des décennies, tu vois. Donc tu peux dépenser beaucoup plus d'argent pour le contenu. Tu peux investir dedans, tu comprends ? Et donc tu peux amortir ce contenu sur une période beaucoup plus longue. Mais quand tu es un éditeur numérique qui crée de l'actualité ou même du contenu intemporel, la valeur n'est vraiment pas là. Il est donc très difficile, avec le temps, de bâtir une marque médiatique valant plusieurs milliards de dollars. Mais ce n'est pas impossible. Certains y parviennent, mais c'est très difficile, alors que les logiciels ont, encore une fois, une économie bien différente, proche de celle de Netflix. Vous créez un logiciel, il reste bon pour toujours ou presque, et vous pouvez en amortir le coût sur de nombreux clients pendant une longue période. Et comme dans un tweet récent, il y a beaucoup de bruit sur Twitter, mais il y a aussi du signal si vous faites attention et écoutez les bonnes personnes. Et donc, la raison pour laquelle, vous savez, ça a attiré mon attention, c'est que c'est un signal fort. Parce que vous êtes le PDG de l'une des startups de médias numériques les plus en vue. C'est considéré comme étant de premier ordre en ce qui concerne la croissance et les réalisations. Donc, c'est particulièrement... c'est intéressant que ce soit vous qui souleviez ce point, et non un investisseur en capital risque ayant perdu après avoir misé sur BuzzFeed, Vice ou autre. Oui, écoutez, c'est vrai, je prêche un peu pour ma paroisse. Nous n'avons pas levé de capitaux. Je pense que les entreprises de médias ne devraient vraiment pas lever beaucoup de capitaux, surtout pas du capital risque. Oui, je pense que c'est très difficile. Créer une entreprise valant 1 milliard de dollars est déjà dur, mais ça l'est encore plus dans les médias. Donc oui, c'est difficile. Et tu sais, si je construis une entreprise qui vaut 999 millions de dollars, je serai content. Ça m'ira très bien. Comprendre le potentiel de ce que tu construis est essentiel.
Ces dernières années, beaucoup ont levé des fonds en pensant que leur entreprise vaudrait 10, 20 ou 50 milliards, mais ils sont finalement devenus des zombies. Alors, parle-moi de la situation actuelle de Morning Brew. Tu sais, les gens qui suivent un peu savent qu'il y a eu une acquisition majoritaire de l'entreprise par Business Insider. Mais parle-nous un peu, j'ai regardé sur LinkedIn, il semble qu'il y ait plus de 300 personnes qui travaillent dans ton entreprise maintenant. Oui, donc Morning Brew a été majoritairement acquis, tu sais, techniquement par Axel Springer. Axel Springer possède Insider et plein d'autres. Ils ont racheté Politico. C'est une très grande entreprise allemande de médias et de holding. Et cet accord a eu lieu fin 2020. Depuis, on a vraiment décollé sur à peu près tous les indicateurs. On est passé d'environ 50 employés à environ 300. Le chiffre d'affaires est passé de 20 millions à environ 70 millions. La rentabilité a augmenté. Donc, on a vraiment beaucoup grandi depuis et pas seulement au niveau des newsletters. Après avoir lancé Morning Brew, nous avons lancé Morning Brew pour X, pour l'industrie X ou la fonction X, Marketing Brew, Retail Brew, RH, et aujourd'hui le lancement de Healthcare Brew. Si quelqu'un qui écoute ou regarde ceci travaille dans l'une de ces industries, inscrivez-vous absolument. Ce sont vraiment d'excellentes publications. C'est donc ce qu'on a fait ensuite, puis avons commencé à nous développer dans les contenus multimédia, audio et vidéo et d'autres sources de revenus. Nous avons créé une équipe éducation, marquant notre première incursion dans la monétisation directe auprès des consommateurs. Et donc, l'un des éléments ici, en ce qui concerne le multimédia, j'ai tellement de questions. Tu m'as donné comme 3 pistes différentes à explorer. Je vais recentrer la discussion sur un point précis lié à l'acquisition. Ce taux de croissance, l'augmentation du nombre d'employés et tous ces autres aspects. Pouvez-vous expliquer ce qui a été débloqué ou rendu possible grâce à l'acquisition? Est-ce que, par exemple, il y a eu de la promotion croisée entre ces autres marques? Était-ce l'accès à une infrastructure commerciale existante? Comment conceptualisez-vous l'avant et l'après dans le fonctionnement de Morning Brew après cette prise de participation majoritaire? Oui, en réalité, il ne s'agissait pas de synergie avec une autre entreprise, mais d'un accès au capital. Nous étions en autofinancement depuis longtemps. Et ce que Axel Springer nous a permis de faire, premièrement, c'est d'offrir un peu plus de sécurité d'emploi aux personnes que nous avons embauchées. Les gens étaient donc plus enclins à rejoindre Morning Brew si nous avions le soutien d'Axel Springer. Cela nous a permis de prendre plus de risques, car Axel Springer ne laisserait pas Morning Brew faire faillite. Et donc nous avons pu augmenter les investissements un peu plus rapidement que nous ne l'aurions fait autrement si nous n'avions pas eu de propriétaire. Nous avons ainsi pu investir davantage qu'avant, car nous n'y étions pas disposés auparavant en raison de préoccupations de trésorerie. Quand on appartient à un groupe de 10 milliards de dollars, la trésorerie est moins préoccupante grâce à l'infrastructure présente. Compris, ça a beaucoup de sens. Je veux revenir sur la partie multimédia et Morning Brew est vraiment quelque chose d'intéressant car Morning Brew pourrait potentiellement devenir une marque avec laquelle quelqu'un interagit. Il ne vous voit pas comme une entreprise de newsletter alors que j'ai littéralement reçu la newsletter pour la première fois en 2018 ou 2019 et c'est comme wow, c'est tellement cool mais aussi tellement distinct. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui quelqu'un pourrait voir ça comme Dan sur TikTok ou tu sais une vidéo éducative sur YouTube. Oui, c'est exactement ça, non ? Donc je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça, tu vois. De nombreuses entreprises et médias ont choisi d'opter pour une marque ombrelle. Morning Brew par-ci, Morning Brew par-là. Beaucoup l'ont fait. Le défi est qu'il est difficile d'être tout pour tous. Et nous avons des sous-groupes de notre audience qui aiment recevoir du contenu sur les finances personnelles avec un ton vraiment drôle de la part de Katie, n'est-ce pas ? Ou qui aiment de regarder des TikTok comiques de Dan, ou qui veulent entendre parler d'entrepreneuriat de la part de mon cofondateur, Alex, Sophia et Jesse Puggi, dans Crazy Ones, qui est une nouvelle émission qu'ils ont lancée. Mais nous voulons faire attention à préserver la voix de Morning Brew et l'essence de Morning Brew, n'est-ce pas ? Même si tout ce qui concerne ces autres marques relève du même ensemble, elles partagent le même état d'esprit et la même voix. Elles sont présentées différemment, non ? Donc tu pourrais découvrir Money with Katie ou The Crazy Ones sans savoir que c'est lié à Morning Brew. Et c'est très positif pour nous, nous y voyons une opportunité. Cela nous permet d'être plus flexibles, plus agiles et de tester des choses avec moins de risques.
Donc oui, nous sommes enthousiastes à propos de l'approche de portefeuille de marque. C'est intéressant que vous évoquiez encore la voix. Dès le début, quand on voyait l'entreprise comme une entreprise centrée sur une seule newsletter, je me souviens que toi et Alex en parliez. Par exemple, le guide de style et l'expérience de lecture d'une newsletter Morning Brew, à quoi cela devrait-il ressembler? Je souhaite aborder de nouvelles marques multimédia, mais d'abord revenir à la simplicité des débuts d'une entreprise où seuls quelques indicateurs importent, comme l'argent en banque et le chiffre d'affaires. Mais pour une entreprise de newsletter, était-ce vraiment les nouveaux abonnés, inscriptions et taux d'ouverture? Quels indicateurs comptaient pour vous opérationnellement à ce moment-là? Au lancement de l'entreprise, nous avions 3 objectifs. Rédiger la meilleure newsletter possible au monde, développer cette newsletter avec des abonnés de grande qualité, puis vendre des publicités dans cette newsletter. Pour soutenir la croissance de l'équipe de rédaction, embaucher plus de rédacteurs afin que nous puissions nous améliorer encore et soutenir la croissance de la newsletter afin que nous puissions attirer encore plus d'abonnés de grande qualité. C'était le cercle vertueux durant 2 ou 3 ans. Nous ne pensions à rien d'autre. Écrire, croître, vendre, écrire, grandir, vendre. Et ce que nous avons fait, c'est que nous, je pense que beaucoup d'entreprises de newsletters se concentraient uniquement sur les newsletters, mais nous nous concentrions sur les taux d'ouverture. Nous étions vraiment hyper concentrés là-dessus. Les taux d'ouverture, c'est un peu plus compliqué à mesurer maintenant à cause des nouvelles mises à jour d'Apple, mais il y a 5 ans, c'était tout ce qui comptait pour nous, et donc chaque jour, à 11 heures, on s'arrêtait. On interrompait nos activités pour vérifier le taux d'ouverture de la newsletter et le noter sur un tableau blanc. On avait ainsi des mois entiers de taux d'ouverture quotidien. Et c'était notre étoile polaire, c'était ce sur quoi on se concentrait le plus en tant qu'entreprise, et tout ce qui contribuait à ça comptait vraiment. Tester des objets d'email, acquérir des abonnés de haute qualité, écrire une excellente newsletter. Et tu sais, à l'époque, il y avait 5, 6, 7, 10 personnes qui travaillaient dans l'entreprise. Toute notre vie tournait autour de ce chiffre à 11 heures chaque jour. Et donc maintenant, en tant qu'entreprise, tu es d'un ordre de grandeur supérieur. Comment instaurer ce même niveau de concentration au sein de chaque équipe? Parce que la quantité de métriques qui comptent à cette échelle augmente aussi d'un ordre de grandeur. Comment fais-tu pour instaurer cela, mais aussi rester au courant de toutes ces différentes équipes en tant que PDG? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Morning Brew est multiproduit, multimédia et a plusieurs sources de revenus. Donc, comme tu l'as dit, beaucoup de métriques différentes comptent. Chez Morning Brew, nous appliquons l'approche Traction. Je ne sais pas si tu l'as lu, je crois que l'auteur est Gino Wickman ou un nom similaire. Gino Wickman, oui. Wickman. Oui, c'est un excellent livre. Nous avons donc les priorités de l'entreprise, c'est-à-dire les 3 à 7 principaux objectifs pour les 90 prochains jours. Chaque membre de l'équipe de direction a entre 3 et 7 objectifs, que nous déclinons ensuite dans toute l'entreprise. Maintenant, nous ne le faisons plus et je trouve cela dommage, mais c'est ainsi que fonctionne notre entreprise. Nous ne pouvons pas avoir un indicateur comme le New York Times qui compte 15 millions d'abonnés et en fait sa référence. Pour nous, il existe divers indicateurs car nous avons plusieurs sources de revenus et activités qui peuvent changer chaque année ou chaque trimestre. Nous sommes vraiment concentrés sur le développement de cette activité cette année et sur sa monétisation. L'essentiel était que l'entreprise sache quels sont les 3 à 7 éléments les plus importants pour elle. Et ensuite que chaque responsable comprenne quelle est sa priorité, quelles sont ses priorités. Est-ce qu'il nous aide à atteindre les objectifs de ce trimestre ou nous prépare-t-il pour ceux du trimestre ou de l'année prochaine? C'est un peu plus complexe. C'est un peu comme une toile qui demande bien plus de préparation que de simplement dire écrire, développer, vendre. Une newsletter. Et c'est clairement un cas où, vous savez, ce livre vous guide pour commencer par le sommet. Donc vraiment commencer avec une vision d'ensemble. Dans 10 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous essayez d'atteindre? Et dans une certaine mesure, ça n'expose pas parfaitement quels sont les micro-objectifs, mais ça vous permet au moins d'éliminer le superflu, les choses qui vous volaient peut-être de l'attention et qui ne sont plus pertinentes. Comment as-tu construit ou es-tu à l'aise de partager quelles sont ces grandes visions et objectifs pour Morning Brew sur ces horizons temporels? Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre change à chaque fois, n'est-ce pas? Mon objectif initial était, je veux dire, le premier jour de Morning Brew, avant même que je sache ce qu'était Traction. Mon objectif, c'était comment gagner assez d'argent pour pouvoir faire ça à plein temps, pour ne pas avoir à aller chercher un emploi dans la finance. Et puis, une fois qu'on a accompli ça, je me suis dit, comment on atteint 10 millions de dollars de chiffre d'affaires? Ce serait dingue.
Après, c'était « Waouh, peut-on atteindre 25 millions de chiffre d'affaires ?» Il y a un an, on était à 46 millions. On pensait « On va atteindre 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. » Ce serait incroyable en 3 ans, non? Aujourd'hui, on atteint environ 70 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année. Et pour nous, c'est ça. Maintenant, c'est comment on atteint 250 millions de chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est comment on atteint 100 millions de dollars de bénéfices, n'est-ce pas? Pour moi, si en tant que société de médias, une société de médias numériques, on atteint 100 millions de dollars de bénéfices, ça c'est plutôt une vision à 10 ans, je pense, non? Je pense que ce serait incroyable. Chez Morning Brew, on a toujours privilégié la rentabilité, donc les objectifs de chiffre d'affaires sont importants, non? Ils sont plus faciles à examiner, ils sont plus faciles à envisager. Oui, mais au final, je pense que l'objectif à 10 ans pourrait être 100 millions de dollars de bénéfices. Dans mon esprit, ce serait au moins 100 millions de dollars de bénéfices en 2032 ou peu importe l'année. Ce serait fou. En espérant que l'inflation n'explose pas d'ici là. Exactement. Donc, tout cela mène vraiment à l'une des questions principales que je voulais te poser. Si tu examines les statistiques sur l'entrepreneuriat et la réussite des entreprises, c'est surprenant. Si tu observes, comme dans The Social Network ou autres exemples, en réalité, ce ne sont pas les personnes de 20 ans qui ont la plus grande probabilité de succès et les meilleurs résultats lorsqu'il s'agit d'une entreprise. C'est généralement un fondateur qui en est à sa deuxième expérience, souvent quelqu'un dans la quarantaine, voire la cinquantaine. Donc, toi et Alex êtes vraiment des exceptions notables, non seulement dans le domaine des médias numériques, mais aussi en tant qu'entrepreneurs qui ont fondé des entreprises dans la vingtaine en général. Donc, ma question pour toi concerne vraiment l'acquisition de connaissances au-delà. Donc, tu t'imagines commencer, et est-ce qu'on peut, gagner assez d'argent pour que je n'ai pas à aller, travailler dans la finance? C'est un énorme écart entre gérer, les opérations d'une entreprise qui est en route vers 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Quelles connaissances devais-tu vraiment acquérir? Tu faisais appel à des coachs ou des consultants. Tu lisais des livres, mais concrètement, qu'as-tu fait pour accélérer ton apprentissage? Il y a un peu de biais du survivant ici, non? Ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, dans une certaine mesure, qu'on a beaucoup appris, on a vraiment travaillé dur. Soyons honnêtes, on a eu de la chance en tombant sur les newsletters. On en a profité, c'est vrai. Je pense que ta question, c'est comment on a fait. Je crois que c'est plusieurs facteurs. J'ai maintenant un coach d'affaires et un excellent réseau. Mais au début, on était tellement immergé dans ce qu'on faisait, chaque minute de ma vie, que je ne dormais même pas. Je lisais un livre sur le gross marketing pour savoir comment développer la newsletter. Je passais du temps à parler avec des gens qui vendent de la publicité, j'allais à des événements du secteur, même si pas trop souvent, pour être honnête. Je ne crois pas qu'il y ait tant de valeur, mais il fallait y aller. Quand on voyait de la valeur et qu'on travaillait, j'y croyais vraiment. Travailler plus que tout le monde ne suffit pas. C'est ainsi qu'une entreprise peut valoir 100 millions de dollars. En travaillant plus que les autres, on peut seulement faire 2 ou 5% mieux. Et je pense que d'une certaine manière, le fait d'avoir une mentalité de débutant et d'apprendre au fur et à mesure a vraiment été précieux. Cependant, nous en avons fait et nous continuons à faire beaucoup d'erreurs. Et donc encore une fois, tu as raison, nous sommes des exceptions. J'investis aussi à côté et je n'investis généralement pas dans des fondateurs de mon âge ou dans des fondateurs qui ont l'âge que j'avais quand j'ai lancé Morning Brew. Parce que la courbe d'apprentissage est si abrupte. Dernier point, il faut se souvenir que c'était une entreprise autofinancée. Il n'y avait aucune attente d'investisseurs. Si nous avions levé 2, 5, 10 millions de dollars et que l'attente des investisseurs était de croître à un certain rythme chaque année, je pense que nous aurions échoué lamentablement. Je pense que nous avons fixé nos propres objectifs, nos propres attentes parce que nous n'avions pas de capitaux extérieurs et c'était vraiment, vraiment important pour nous de garder les attentes au bon niveau. Compris, mais vous avez un coach maintenant, alors pouvez-vous en parler? Par exemple, à quel moment avez-vous réalisé qu'il y avait peut-être assez d'argent qui entrait pour que vous puissiez vous le permettre? Mais il y a aussi un certain degré où c'est comme « Hey, maintenant j'ai au moins une idée de ce que je pourrais ne pas savoir et du fait qu'il me faut ce genre d'aide. » Et ça va augmenter, tu sais. Pour parler de ma propre expérience, je viens d'engager mon premier coach pour mon agence et c'est déjà la 3e séance. Wow! Je vois juste les choses plus clairement qu'avant et j'étais très sceptique avant d'engager un coach. Ouais, je veux dire, on dit que tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup en pleine figure, non? J'ai reçu plusieurs coups au visage, pensant avoir bien choisi, mais c'était une terrible décision.
Tu sais, tu prends assez de décisions avec tellement de conviction et tu ne pourrais pas être plus à côté de la plaque. Tu te trompes complètement. Et c'est comme, putain, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je me prends des coups en pleine figure tous les jours au travail et j'ai besoin d'un regard extérieur. C'est ce qui s'est produit en 2019 quand on est passé d'une à plusieurs newsletters, on changeait d'échelle. Et tu sais, l'entreprise doit être composée de 20, 30, 40 personnes. Je me disais, waouh, je suis complètement dépassé. Genre, les grandes décisions, je suis juste, tu sais, je suis constamment, tu sais, un PDG ou un cadre dirigeant. Ils sont payés et ils ont leur travail pour prendre très peu de décisions par jour ou par semaine et avoir un taux de réussite très élevé sur ces décisions. Avoir raison. 80% du temps, 85%. J'avais raison, genre 5, 6 fois sur 10, tu vois, ce n'était pas suffisant. Donc voir un coach être plus introspectif et repenser les choses, c'est ce que je devais faire. Sinon, on allait échouer lamentablement. Donc j'ai commencé à voir un coach et maintenant j'en ai vu plusieurs et j'ai juste développé un peu d'humilité. Parce que, encore une fois, tu te prends des coups dans la figure plusieurs fois et tu réalises ça. Tu sais, juste parce que tu es arrivé ici, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir passer au niveau suivant. Est-ce qu'il y a certaines de ces décisions sur lesquelles tu as assez de recul maintenant pour pouvoir en parler? Je veux dire, la plupart d'entre elles, honnêtement, concernaient l'embauche, non? La plupart d'entre elles étaient du genre « Oh, il nous faut ce poste, je vais embaucher cette personne ». Tu embauches quelqu'un, puis tu réalises qu'il n'est pas fait pour ce poste. Mais à quoi pensais-je? Pourquoi croire qu'il nous faut quelqu'un de plus expérimenté? Pourquoi ai-je pensé que j'avais besoin de quelqu'un avec, tu sais, ce genre de parcours? Et tu te prends une claque en pleine figure avec ces décisions d'embauche, et le problème avec ces décisions, c'est qu'elles coûtent tellement cher, tu vois? Quand tu te trompes sur une embauche senior, c'est tellement douloureux, parce que tu passes vraiment 1 ou 2 mois à essayer de comprendre, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette personne? Après 2 à 4 mois de recrutement, 1 mois d'attente qu'ils quittent leur emploi, puis 3 à 6 mois pour voir que ce n'est pas la bonne personne, il faut encore 1 à 3 mois pour s'en séparer. Donc tu en es déjà à 12, 15, voire 18 mois et tu te dis « Waouh, on vient juste de perdre 15 à 18 mois dans cette partie de l'entreprise. Quel désastre !» Ça c'est le gros problème. L'autre c'était la gestion des attentes, non? C'est peut-être un peu injuste, mais envers moi-même. Mais au début, j'ai lancé cette entreprise avec Alex. Et il y avait tout un tas d'autres personnes autour, tu sais. Et on n'avait pas cette attente, tu vois. Il y avait plein d'autres excellents employés, des gens de notre âge. Et on ne s'attendait pas à ce que cette entreprise devienne aussi grande. Je pense que si on avait été plus ambitieux dans notre vision, tu vois, en imaginant plus grand, on aurait peut-être fixé plus d'attentes avec l'équipe. Par exemple, cette équipe pourrait évoluer et devra peut-être recruter des personnes expérimentées. Et je pense que j'ai appris, tu sais, dès le début, qu'il faut vraiment clarifier les attentes auprès de tous tes collègues pour qu'ils comprennent bien que, oui, les choses ne sont comme ça maintenant, mais tout peut toujours changer. Il peut toujours falloir plus de management, déplacer des personnes et leur attribuer de nouveaux rôles. Et je pense que je n'étais pas assez réfléchi quand j'ai embauché quelqu'un ou quand j'ai pris une décision. Je n'ai pas bien posé le cadre avec cette personne en précisant où nous en étions et que cela pourrait changer. Donc ces 2 choses, clarifier les attentes dès le premier jour auprès des nouvelles recrues et aussi embaucher les bonnes personnes. Dans le domaine du recrutement, passer de mauvais à bon recrutement, peux-tu parler de certains des recrutements? Tu sais, peut-être que 10 fois n'est pas le bon terme, mais des recrutements à très fort impact que tu as fait parce qu'il s'agit de médias numériques. Il y a une capacité à, tu sais, évoluer à l'infini en ce qui concerne la distribution, à créer à un coût très faible. On entend parfois ça dans la tech, l'ingénieur DXX qui règle ou compense tous les problèmes des autres. Mais dans le secteur du contenu, dans le secteur des médias, on peut découvrir ce même type de talent. Qui ont été certains des membres de l'équipe les plus déterminants chez Morning Brew, que ce soit en les nommant ou en précisant leur rôle, et qui vous ont permis de franchir une nouvelle étape en tant qu'entreprise? Les personnes les plus déterminantes récemment, n'est-ce pas? Au début de Codé, tout le monde avait un impact énorme, n'est-ce pas? Et bien sûr, notre rédacteur en chef, Neil Freeman, a un impact incroyablement important. Une grande partie de ce que nous faisons aujourd'hui repose sur son ton et sa voix. Donc, quelqu'un comme lui, évidemment, il n'y a même pas de comparaison possible ou d'équivalent. Mais parlons de choses plus récentes. C'est vraiment le cadre que vous embauchez en tant que directeur des opérations. Nous avons maintenant un éditeur, un responsable produit, des personnes comme ça, et les équipes concernées étaient un peu fragiles. Et vous les faites venir, et ils sont tellement compétents dans leur travail que je n'ai jamais besoin de penser à cette équipe. C'est vraiment un point central pour toute l'entreprise. Comment cette équipe s'en sort-elle? Que fait cette équipe, n'est-ce pas? Alors prenons, je vais utiliser un exemple précis.
Nous avions une activité B, 2B. C'était Retail Brew, c'était Emerging Tech Brew. Nous lancions Marketing Brew. La priorité de l'entreprise était vraiment de lancer et d'améliorer ses produits. Et puis, nous avons embauché quelqu'un qui s'appelait Jacob, qui a pris en charge l'activité B2B. Il est devenu le directeur général du B2B. Et tout d'un coup, la priorité de toute l'entreprise était entre les mains d'une seule personne, et il prenait tout en charge. Et ça a permis à tout le monde de se dire « D'accord, ce gars-là s'occupe de ça ». Nous pouvons nous concentrer et optimiser d'autres aspects. Les personnes capables de transformer vos faiblesses ou occasions de progresser en éléments dont vous n'aurez plus jamais à vous soucier, grâce à leur travail remarquable. C'est un énorme avantage pour le reste de l'organisation. C'est un grand poids en moins sur les épaules de tout le monde. Et lorsque vous considérez votre entreprise comme un système et la façon dont ces éléments interagissent, cela devient alors une perspective qui vous permet d'identifier la contrainte, de repérer le point d'étranglement et ensuite, avec un peu de chance, de recruter suffisamment efficacement pour trouver quelqu'un capable de combler cette lacune. En réalité, bien sûr, je suis le PDG de l'entreprise, mais chaque cadre dirige une équipe de, disons, entre 15 et 50 ou 75 personnes, et donc ils sont vraiment les PDG de leur propre activité. Et lorsque ces activités peuvent fonctionner harmonieusement et efficacement, puis interagir avec les autres systèmes, n'est-ce pas? Avec les autres équipes, c'est vraiment là que vous avez une opération très efficace. Compris. Donc, pour revenir en arrière, nous avons parlé des débuts quand, vous savez, il n'y avait qu'une demi-douzaine de personnes environ, et nous nous préoccupions seulement, vous savez, des taux d'ouverture, des nouveaux abonnés et de ce RCL vertueux en 3 volets que vous avez mentionné. Il y a dans une certaine mesure peut-être un seuil plus bas. Vous ne voulez pas forcément gâcher, par exemple, un spot publicitaire ou quelque chose comme ça. En cas d'erreur ou d'expérimentation avec cette newsletter, celle de demain rectifiera le tir, tout ira bien. Peut-être n'étiez-vous pas dans cet état d'esprit, mais j'imagine que quand on est une petite structure, on a plus de liberté ou d'envie de faire les choses différemment dans ce média. Est-ce exact? Oui, tout à fait. Alors maintenant que vous êtes à cette échelle, comment réfléchissez-vous aux expériences? Il y a les paris testés par des études de marché, les opportunités. Je suis sûr que vous savez, c'est assez simple. Et la santé est un secteur d'activité énorme. Nous n'avons rien dans ce domaine. Il faut qu'on trouve un moyen de l'aborder. Mais il y a aussi, par exemple, le sketch comique sur TikTok, qui est très expérimental. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, et cela demande un type d'investissement différent. Alors, comment réfléchis-tu aux différentes expériences que Morning Brew mène et comment calibres-tu efficacement ces paris? Oui, il s'agit de comprendre quelle est l'opportunité si nous réussissons. Il faut toujours commencer par « si nous réussissons, quelle est l'ampleur de l'opportunité ?» C'est quantifié en milliers, millions ou dizaines de millions, non? Quel investissement devons-nous réaliser pour y parvenir et sur quelle période de temps? Et quel est le test le plus simple possible, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous construire un MVP et tester aussi rapidement que possible, n'est-ce pas? Avec quelqu'un comme Dan et ses TikTok, nous avons dû embaucher Dan, et ce n'était pas un si gros pari d'un point de vue financier. Cela s'est avéré être un pari incroyable. Je suis content qu'on l'ait fait, mais ça n'avait pas besoin d'être un gros pari. Mais si tu m'avais dit qu'on allait créer une entreprise de logiciels pour faire X, Y et Z, embaucher 50 personnes et gérer 5 millions de dollars de masse salariale annuelle, l'opportunité doit être quantifiée à plusieurs dizaines de millions de dollars, voire en centaines de millions, pour que ça en vaille la peine. Alors, quelle est la taille de l'opportunité? Quelle est l'ampleur de l'investissement? Et combien de travail cela va-t-il demander? Et à quel point cela va-t-il nous détourner de nos priorités pour y arriver? Amen. Comment les offres que vous avez vendues à vos différents partenaires annonceurs ont-elles évolué? Ça a commencé avec la bannière en haut de la newsletter. Comment ces offres ont-elles évolué à mesure que vous en avez appris davantage sur la vente de publicité et que vous avez réellement constitué cette équipe au sein de Morning Brew? Nous pensons vraiment que nous avons un format publicitaire très convaincant, qui est un format natif rédigé dans notre ton. Donc, la philosophie de base de ce format publicitaire n'a pas changé. Mais la façon dont nous le plaçons, l'endroit où nous le mettons, nous avons fait énormément de tests. Nous testons tout dans nos formats publicitaires. Et donc, le nombre d'espaces publicitaires a changé, n'est-ce pas? Donc, nous faisons de petites modifications, mais l'une des raisons pour lesquelles Morning Brew a eu du succès, c'est parce que nous avons trouvé l'adéquation parfaite entre le contenu, le support et le format publicitaire. Et c'est ce qui rend les newsletters si efficaces, c'est quand vous rédigez ce format publicitaire avec ce ton-là. Donc, nous n'avons pas vraiment fait évoluer le format lui-même. Maintenant, nos offres sont devenues beaucoup plus importantes. Nous organisons des événements et vous savez, vous pouvez sponsoriser nos événements. Nous faisons des événements virtuels. Nous produisons du contenu sur notre site. Nous faisons des podcasts. Donc, quand nous travaillons avec une grande marque, nous ne vendons pas de produits. Nous vendons notre audience, n'est-ce pas? Voici comment vous pouvez atteindre notre audience.
Voici comment vous pouvez vous adresser à elle sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, via les newsletters, les événements, tout, n'est-ce pas? Et notre objectif, c'est de travailler étroitement avec un partenaire pour le faire interagir avec notre audience, avec notre ton, notre voix, notre style, sur le plus de supports possible et aussi fréquemment que possible. Et avez-vous dû faire évoluer l'archétype de la personne à qui vous vous adressez avec cette voix Morning Brew? Je me souviens qu'au début, c'était comme j'ai cette expérience en tant qu'étudiant ou jeune diplômé qui essaie simplement d'accéder à ces sujets économiques d'une manière qui a du sens pour moi et qui n'est pas écrite comme le Wall Street Journal, pour ainsi dire. À mesure que l'audience grandit, définis-tu toujours la voix ainsi ou a-t-elle dû évoluer? Oui, je pense que naturellement, à mesure que nous avons vieilli et que nos rédacteurs ont vieilli, le public aussi, et que le public a vieilli, nous avons commencé à faire des références qui ont du sens pour nous. Nous ne ferons plus de références pertinentes pour les étudiants universitaires, mais cela ne veut pas dire que nous ne les visons plus, c'est juste lié à l'université. Les étudiants lisent donc toujours Morning Brew, mais nous visons un public un peu plus âgé et le public a vieilli. Au début de Morning Brew, nous pensions que la newsletter était destinée aux étudiants. C'est un public différent, et la manière de s'adresser à lui a aussi beaucoup évolué. Oui, je sais que vous n'aimez pas forcément toujours cette comparaison, mais j'ai remarqué que Barstool a commencé à publier des vidéos sur la parentalité sur Instagram et j'ai un enfant de 14 mois. Donc, en fait, je me dis, oui, regardez ça, ce gamin fou qui fait un truc. On n'aurait même pas pu imaginer ça il y a 7 ans, à l'époque où c'était uniquement des trucs de soirée étudiante ou ce genre de choses. Donc, c'est logique que dans une entreprise médiatique aussi portée par ses créatifs principaux, à mesure que ces créatifs vieillissent, avec le temps, il va forcément y avoir un changement similaire. Mais il y a probablement aussi une cible démographique plus recherchée que vos annonceurs aiment atteindre. Exactement. Austin, ça a été fantastique. Je voudrais commencer à conclure. Tu as répondu à toutes mes questions de façon excellente. Avant de conclure, quel est ton avis sur pourquoi les Ravens ont les uniformes les plus laids de la NFL? Ces uniformes tout en noir, ces uniformes du Monday Night Football avec une petite touche de violet. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais on n'a pas cette horreur de jaune moutarde dans ce stade horrible là-haut à Pittsburgh. On va devoir faire un pari ou quelque chose comme ça la prochaine fois que les Steelers seront vraiment bons, parce que cette année, ce n'est clairement pas l'année des Steelers, loin de là. Je sais. Ton nouveau quarterback, il s'appelle comment déjà? Il semble solide, non? On aime bien Pickett parce qu'il est allé à Pitt, mais il a ses limites. On n'est pas très emballé, ça devrait aller, mais il faut surtout s'inquiéter de Burrow pour les années à venir. Oh, ils n'ont pas l'air très bons, non? Ouais, Tu l'as regardé hier, mais je sais pas, mec. ouais, on verra. C'était génial. Je veux m'assurer que les gens puissent te retrouver en ligne. Quelles coordonnées donner aux gens et où les diriger s'ils veulent en savoir plus sur toi ou Morning Brew? Oui, je passe la plupart de mon temps sur Twitter, donc c'est Austin-Barif, RIF, tu me trouveras. Magnifique. Nous dirigerons aussi les gens vers la nouvelle newsletter santé que vous avez lancée, en plus de tout le contenu Morning Brew. Le lien est sur goingdeepwithaaron.com podcast ou dans l'application où ils écoutent probablement ceci. Avant de te laisser partir, Austin, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel et concret à l'audience. Donc, quand j'ai quitté l'université et que j'ai lancé Morning Brew, notre objectif était simplement de gagner de l'argent sur Internet. Et c'est devenu un peu cliché maintenant. Il y a des gens qui en parlent, mais si tu ne l'as pas encore fait, essaie simplement de gagner $1 sur Internet. Je pense que c'est vraiment une sensation valorisante de réaliser qu'on vit à une époque où beaucoup de gens diabolisent la technologie et les grandes entreprises technologiques. Mais si tu peux exploiter la puissance d'Internet, apprendre sur Internet, puis vendre des choses, que ce soit de la publicité ou des produits aux gens, je pense que c'est vraiment valorisant de pouvoir utiliser la technologie et Internet pour gagner de l'argent. Qu'il s'agisse d'$1 par semaine, d'une activité secondaire ou d'une activité à plein temps, je trouve cela vraiment puissant. C'est valorisant de voir que tu peux transformer toute cette technologie conçue pour toi en un moyen de gagner de l'argent. Je trouve ça vraiment cool. J'encourage chacun à essayer de gagner $1 en ligne dans le mois qui vient et d'avancer ensuite. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je me souviens de ma première transaction sur Internet. Après ça, ta vie change. J'adore ce défi et j'espère que tout le monde y participera. Et Austin, merci de nous avoir accordé de ton temps. Oui, absolument. Merci de m'avoir invité.
Nous venons d'avoir une conversation approfondie avec Austin Riff. J'espère que tout le monde passe une excellente journée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de mon entretien avec Austin. Si cela vous a plu, découvrez aussi ma conversation avec Sam Parr, fondateur de The Hustle, sur la vente et les contrats à 7 chiffres. Allez voir.